Ma femme a révélé mon secret le plus sombre, devant nos enfants, lors d'un dîner de famille. Je n'ai pas réagi. J'ai attendu que son sourire s'efface, je me suis essuyé la bouche avec une serviette, et j'ai révélé le sien, pour que personne à cette table ne puisse rester assis. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Bellerin. J'ai 47 ans, et jusqu'à récemment, quiconque me croisait aurait dit que j'avais réussi ma vie, une maison entièrement payée après 20 ans de travail, un mariage de plus de 2 décennies avec Clarabelle, ma femme, et 2 enfants, ma plus grande fierté, Aaron, 24 ans, et Elena, 21 ans. Ce soir-là, le dîner était pour fêter Aaron. Mon garçon venait de recevoir une promotion dans l'entreprise où il travaille depuis sa sortie de l'université, devenant jeune cadre à 24 ans. Quand il me l'a annoncé au téléphone, j'ai dû m'asseoir sur les escaliers, car mes jambes tremblaient de fierté. Moi, qui avais commencé à travailler à 14 ans en portant des cartons, j'avais un fils cadre. Clarabelle a tout organisé. Elle a invité ses parents, Romulo et Rita. Elle a sorti la belle nappe, vous savez, celle qui n'apparaît qu'à Noël. Elle a cuisiné depuis tôt le matin, et naïvement, je pensais que ça allait être l'une de ces soirées que l'on garde en mémoire, comme une photographie. Et ce le fut, mais pas pour les raisons que j'imaginais. Écoutez, j'ai réfléchi pendant des semaines à la façon de vous raconter ça. Et je pense que la chose la plus juste, c'est de commencer par ce que je ressentais à ce moment-là, assis en bout de table. Je ressentais de la peur, une peur sourde. Une peur constante, comme un bourdonnement derrière l'oreille, parce que je savais quelque chose que personne d'autre à cette table ne savait. Je le savais depuis 3 ans. Et à chaque réunion de famille, chaque fois que Clarabelle levait son verre et souriait, je me posais la même question, combien de temps encore pourrais-je porter ce fardeau? Mais n'allons pas trop vite. D'abord, le dîner. Rita est arrivée tôt, comme toujours, avec un gâteau très léché que personne n'avait demandé, et des opinions que personne n'avait demandé non plus. Romulo, mon beau-père, est arrivé plus tard, avec sa veste habituelle, et sa façon de me serrer la main sans me regarder dans les yeux, comme si me saluer était une simple formalité. En 23 ans de mariage, cet homme ne m'a jamais adressé une phrase complète qui ne soit pas une critique déguisée en conseil. Elena est descendue de sa chambre, le téléphone à la main, elle m'a fait un bisou sur la tête et a dit « Papa, tu as l'air fatigué ». Et je lui ai répondu que c'était le travail, un mensonge, c'était le bourdonnement. Et puis Aaron, mon fils, est arrivé. Il a passé la porte, dans cette nouvelle veste qu'il s'était achetée pour le bureau, et j'ai senti ma poitrine se gonfler d'air. Je me suis levé, je l'ai serré fort dans mes bras, et il a ri en disant « Papa, tu vas me casser une côte ?» Et j'ai pensé, que le monde s'arrête ici. Que cette nuit n'aille pas plus loin, car si elle continue, quelque chose me dit que nous ne serons plus jamais les mêmes. Je ne saurais pas expliquer comment je le savais. Vous vivez avec une femme pendant 23 ans, et vous apprenez à la lire, comme on lit le ciel avant une tempête. Et Clarabelle, ce soir-là, était trop lumineuse, trop parfaite. Elle s'était coiffée, elle avait mis sa robe bleue. Elle se déplaçait dans la cuisine comme une actrice qui connaît sa scène sur le bout des doigts. Mais, quand elle pensait que personne ne regardait, je l'ai vue vérifier son téléphone, froncer les sourcils, effacer quelque chose, prendre une profonde inspiration, et sourire à nouveau. Je connaissais cette routine. Je la connaissais depuis 3 ans. Nous nous sommes mis à table à 20 heures. Clarabelle a servi le rôti. Rita a complimenté son petit-fils pour la 10e fois. Romulo a parlé du coût de la vie, et pendant 20 minutes, nous avons été une famille normale. Nous avons porté un toast à Aaron. Elena a fait une blague, disant que son frère pourrait désormais lui prêter de l'argent. Tout le monde a ri. Tout le monde, sauf Clarabelle, car lorsqu'Elena a prononcé le mot « argent », ma femme s'est tendue. Ce fut l'histoire d'une seconde, un clignement d'œil. Personne ne l'a remarqué. Mais moi, j'attendais ce clignement d'œil depuis des mois. Et là, je dois vous raconter quelque chose qui s'était passé 3 jours avant ce dîner. Parce que, sans cela, rien de ce qui suit n'a de sens. 3 jours auparavant, j'étais allé à la banque, pour une affaire simple, une formalité pour la maison. Et le jeune homme au guichet m'a poliment demandé si je voulais aussi le relevé de notre compte joint. J'ai dit oui, juste pour dire oui. Il m'a tendu le papier plié, et je l'ai mis dans la poche de ma veste, sans le regarder. Je l'ai regardé dans la voiture, sur le parking de la banque, et là, il y avait de nouveau un retrait de 2000 €.
le 5 du mois, comme tous les 5, depuis plus longtemps que je ne veux le compter, mois après mois, 2000 € qui sortaient du compte où nous mettions tous les deux le fruit de notre travail, et disparaissaient, sans facture, sans explication, sans laisser de traces. J'ai fait le calcul, là, sur le moment, avec le papier tremblant dans ma main. Rien qu'au cours des 2 dernières années, cela représentait plus de 48 000 €. 48 000 €. L'argent pour l'université d'Elena, l'argent avec lequel je rêvais d'aider Aaron pour l'apport d'un appartement. Des années à me lever à 5 heures du matin, transformé en un chiffre qui s'échappait, goutte à goutte, par un trou que je ne pouvais pas voir. Et vous vous demandez peut-être, Bellerin, pourquoi n'as-tu rien dit sur le moment? Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi le soir même, pour mettre ce papier sur la table? C'est la bonne question, et la réponse est la partie de cette histoire que j'ai le plus honte d'admettre. Je n'ai rien dit, parce que je savais déjà où allait cet argent. Je le savais depuis 3 ans. Je savais où il allait, à qui il était destiné, et pourquoi ma femme le payait ponctuellement chaque 5 du mois, comme on paie une dette qui n'apparaît dans aucune banque. Ce que je ne savais pas, c'est que ce soir-là, au dîner de mon fils, Clarabelle allait commettre la plus grande erreur de sa vie. Acculée par une simple question sur l'argent, elle allait décider de me détruire devant mes enfants, en révélant le secret que j'avais enfoui depuis près de 30 ans, sans imaginer que je détenais l'un des siens, un secret bien plus lourd. Et que ce soir-là, pour la première fois en 3 ans, je n'aurais plus aucune raison de garder le silence. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand la question de l'argent est arrivée sur la table, il faut que vous connaissiez Clarabelle. Non, pas la Clarabelle de ce soir-là, avec la robe bleue et le sourire d'hôtesse parfaite. La vraie, celle que j'ai rencontrée il y a 25 ans, quand nous étions tous les deux des personnes différentes. J'avais 22 ans quand je l'ai vue pour la première fois. Je travaillais dans un entrepôt de matériaux de construction, à porter des sacs de ciment depuis 6 heures du matin, et elle est entrée pour demander de la peinture pour la maison de ses parents. Mes mains étaient blanches de poussière, et ma fierté était en miettes, car je sortais de la pire période de ma vie. Une période dont je vous parlerai plus tard, car c'est le cœur de cette histoire. Je me contenterai de vous dire ceci, à 22 ans, j'étais un homme marqué. Le genre d'homme qui remplit une demande d'emploi, et qui hésite une minute entière devant une case vide, sachant que s'il dit la vérité, on ne l'appellera pas. Et que s'il ment et se fait prendre, c'est pire. Clarabelle ne savait rien de tout cela, quand elle m'a souri pour la première fois. Et je suis tombé amoureux de ce sourire. De la façon dont tombent amoureux les hommes qui viennent du fond d'un puits, avec désespoir, avec gratitude, avec la peur que quelqu'un ne découvre que je ne méritais pas autant de lumière. Elle venait d'une famille aisée. Pas riche, mais à l'aise. Romulo avait une entreprise de distribution alimentaire, et une opinion très claire de ce que méritait sa fille unique. Et ce que sa fille méritait, de toute évidence, n'était pas un porteur de sac avec des ongles cassés. La première fois que je suis allé dîner chez elle, Romulo m'a demandé ce que je faisais dans la vie, et j'ai répondu. Il a coupé sa viande, a mâché lentement, et a dit, sans me regarder, « Eh bien, il faut bien que quelqu'un fasse ses métiers. Il faut bien que quelqu'un fasse ses métiers. » 25 ans plus tard, j'entends encore cette phrase. Mais Clarabelle m'a choisi, contre l'avis de son père, contre les sourcils haussés de ses tantes, contre tout le monde. Et je lui ai juré, en silence, que je passerais le reste de ma vie à prouver à cette famille qu'il se trompait sur mon compte. Chaque promotion que j'ai obtenue, chaque peso que j'ai économisé, chaque brique de la maison que nous avons aujourd'hui, était une lettre d'amour pour elle, et une réponse silencieuse à Romulo. Nous nous sommes mariés rapidement, trop rapidement, ont dit certains. 7 mois de fréquentation, et nous signions déjà les papiers. J'étais tellement amoureux que je n'ai pas posé de questions. Quand vous êtes reconnaissant, vous ne posez pas de questions. Ce fut ma première erreur. Même s'il m'a fallu 24 ans pour le comprendre. Aaron est né 8 mois après le mariage. Un bébé de 7 mois, m'ont-ils dit. Prématuré, mais fort, grand, avec des poumons qu'on entendait jusqu'au bout du couloir de l'hôpital. J'ai pleuré en le tenant, avec ma blouse en papier, et je lui ai promis, à l'oreille, que son père ne lui ferait jamais défaut. L'infirmière a ri et a dit, quel gros bébé, pour un prématuré. Et moi, sur le toit du monde, j'ai répondu, c'est parce qu'il est fort comme sa mère. C'est parce qu'il est fort comme sa mère. Il y a des phrases que l'on prononce avec le sourire, et qui reviennent des années plus tard, la nuit, pour s'asseoir sur votre poitrine. Ensuite, Elena est arrivée, et avec elle, la maison s'est remplie de dessins collés sur le réfrigérateur.
Et j'ai travaillé, messieurs. J'ai travaillé comme un animal. Je suis passé de porteur de sac à gérant de l'entrepôt. De l'entrepôt à chef de chantier, de chef de chantier à avoir ma propre équipe. J'ai construit des maisons pour les autres, jusqu'à ce que je puisse construire la mienne. Et à chaque Noël, à chaque anniversaire, je regardais ma table bien remplie, et je pensais, tu as réussi, Bellerin. Personne ne t'a rien donné, et tu as réussi. Clarabelle s'occupait de la maison et des comptes. Nous avions décidé cela ensemble dès le début, du moins c'est ce que je croyais. Elle était organisée, douée avec les chiffres, et cela me donnait la paix de rentrer fatigué, sans avoir à penser aux factures. Pendant des années, cette division du travail a fonctionné comme une horloge. Je déposais l'argent, elle gérait. J'avais confiance en elle, pendant qu'elle faisait ce qu'elle faisait. Les premières fissures étaient si petites, que ça me met en colère de m'en souvenir, car aujourd'hui, je sais que c'était des avertissements. Il y a environ 6 ans, plus ou moins, Clarabelle a commencé à changer. Rien de scandaleux, juste des détails. Elle a commencé à laisser son téléphone face contre table, toujours, comme une nouvelle habitude arrivée sans prévenir. Elle a commencé à prendre des appels dans la cour, la porte fermée. Et si je sortais, elle raccrochait et me disait que c'était une amie, ou un vendeur, ou un faux numéro. Combien de faux numéros une personne peut-elle recevoir en un an, je me demande maintenant. Et l'argent. L'argent a commencé à se faire rare, d'une manière qui n'avait aucun sens. Je gagnais plus que jamais. Et pourtant, à la fin du mois, il y avait toujours un imprévu. La réparation de la voiture avait coûté cher. Elena avait besoin de matériel. Tout augmentait. Tout augmente, Bellerin, me disait-elle. Tu ne fais pas les courses. Tu ne sais pas. Et c'était vrai. Je ne les faisais pas. Alors, je baissais la tête, et je déposais plus d'argent. Une fois, il y a environ 4 ans, je lui ai posé la question directement. Nous dînions, juste tous les deux, et j'ai dit, Clarabelle, j'ai fait les comptes, et ça ne colle pas. Nous devrions avoir le double de nos économies. Dans quoi dépensons-nous tout ça? Je n'oublierai jamais sa réaction. Elle ne s'est pas énervée. Elle n'a pas bégayé. Elle a posé sa fourchette, m'a regardé avec un calme parfait, et a dit, est-ce que tu m'accuses de quelque chose? Parce que si, après toutes ces années, tu vas me contrôler comme une employée, dis-le-moi tout de suite. Et voilà, messieurs, voilà le coup de mettre des gens qui cachent des choses, transformer votre question en offense, vous faire culpabiliser de douter. Ce soir-là, j'ai fini par m'excuser auprès d'elle. Je me suis excusé. Nous avons dormi dans les bras l'un de l'autre, et je me suis senti comme un misérable, d'avoir douté de la mère de mes enfants. 3 ans après ce dîner, j'ai découvert toute la vérité. Et je jure que j'aurais préféré 1000 fois rester l'homme ignorant qui s'était excusé, mais je vous raconterai cela en temps voulu. Maintenant, retournons à la table, à la nuit de la promotion d'Aaron, parce que c'est là que tout a explosé. Nous en étions au dessert. Rita avait servi son gâteau très léché, et Romulo parlait d'argent, comme toujours, car mon beau-père fait partie de ces hommes qui mesurent le monde en chiffres. Et au milieu de cette conversation, il a demandé à Aaron de combien il avait été augmenté avec sa promotion. Aaron, riant de façon inconfortable, a mentionné le montant, et Romulo a hoché la tête avec approbation, pour la première fois de la soirée, en disant, « Très bien, mon garçon. Celui qui gère bien son argent dès son plus jeune âge. N'aura pas honte en vieillissant. L'argent ne peut pas être confié à n'importe qui. L'argent ne peut pas être confié à n'importe qui. Et moi, qui avait le relevé bancaire plié dans la poche de ma veste depuis 3 jours, me brûlant comme un charbon ardent, moi, qui ravalais depuis 3 ans un secret qui me pourrissait de l'intérieur, moi, qui avais supporté pendant 25 ans les phrases de cet homme, j'ai entendu ces mots. J'ai regardé ma femme de l'autre côté de la table, et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas baissé la tête. J'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais même pas moi-même, vous avez tout à fait raison, Romulo. L'argent ne peut pas être confié à n'importe qui. Et sans quitter Clarabelle des yeux, j'ai ajouté, par exemple, 2000 € sortent de notre compte, chaque 5 du mois, depuis des années maintenant. Ce n'est pas moi qui les retire. Sais-tu quelque chose à ce sujet, mon amour? La fourchette de Clarabelle s'est arrêtée en plein vol. Rita a arrêté de servir le gâteau, et dans les yeux de ma femme, j'ai vu quelque chose que je connaissais très bien. La panique d'un animal traqué.
Le genre qui mord avant de réfléchir. Ce que Clarabelle a fait dans les 2 minutes qui ont suivi a détruit cette famille pour toujours. Ma question flottait au-dessus de la table, comme de la fumée. 2000 € chaque 5 du mois. Sais-tu quelque chose à ce sujet, mon amour? Pendant 3 secondes, personne n'a respiré. Rita est restée avec la pelle à gâteau suspendue en l'air. Elena a regardé sa mère, puis moi, puis sa mère à nouveau. Romulo a froncé les sourcils. Parce que, s'il y a une chose que cet homme comprend instantanément, c'est un chiffre qui ne colle pas. Et Aaron, mon garçon, le soir de sa fête, a serré sa serviette, sans comprendre que sa célébration venait de se terminer. Je connaissais ma femme. Je connaissais ses silences, ses manœuvres, sa façon de s'échapper. Je m'attendais à ce qu'elle fasse ce qu'elle faisait toujours, s'indigner, retourner l'accusation, faire de moi le méchant pour avoir posé la question. J'étais préparé à ça. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était le sourire. Parce que Clarabelle, acculée devant ses parents et ses enfants, avec la panique nageant dans ses yeux, a fait quelque chose que seuls ceux qui n'ont plus d'échappatoire font. Elle a décidé que, si elle devait couler, je coulerais en premier, et encore plus bas. Elle a posé calmement sa fourchette à côté de son assiette, avec élégance, comme quelqu'un qui se prépare à faire un discours. Elle s'est essuyé les lèvres, m'a regardé de l'autre côté de la table, avec une fausse tendresse qui m'a glacé le sang, et a dit, « C'est fascinant, Bellerin, c'est fascinant que toi, de toutes les personnes, tu veuilles parler d'argent devant les enfants. » J'ai senti le coup avant qu'il ne tombe, comme les chiens qui entendent le tonnerre avant nous. J'ai prononcé son nom doucement, Clarabelle, et c'était à la fois un avertissement et une supplication. Mais elle avait sauté dans le vide, et m'entraînait avec elle, en m'agrippant à la gorge. « Vous savez, les enfants, a-t-elle dit en se tournant vers eux, avec cette voix douce qu'elle utilisait pour leur lire des histoires quand ils étaient petits, il y a quelque chose à propos de votre père que vous ignorez. Quelque chose que j'ai porté seul pendant 25 ans, pour le protéger. Pour protéger son image d'homme parfait. Et je suis fatigué. Je suis tellement fatigué que l'homme honnête de cette maison m'interroge devant ma famille, comme si j'étais une criminelle. » Elle a fait une pause, m'a regardé, et je jure qu'à ce moment-là, elle aurait encore pu s'arrêter. Il y avait une porte ouverte entre nous, une porte faite de 25 ans de mariage, de 2 enfants, de toute une vie construite brique par brique. Je l'ai regardé dans les yeux, et avec mon regard, je lui ai dit, ne le fais pas. Pas comme ça. Pas ici. Clarabelle a soutenu mon regard, et elle a fermé la porte. Demandez à votre père, a-t-elle dit, pourquoi il n'y a pas de photo de lui entre 19 et 21 ans. Demandez-lui pourquoi il ne vous a jamais emmené voir la ville où il a grandi. Demandez-lui pourquoi il a inversé l'ordre de ses noms de famille, pourquoi il utilise le deuxième en premier. Vas-y. Bellerin. Tu leur dis, ou c'est moi qui le fais? Rita a murmuré « Oh mon Dieu » dans un souffle. Elena m'a cherché du regard, et je n'ai pas été capable de soutenir le sien. Et ce fut ma condamnation, car ma fille a lu mon silence comme on lit des aveux. Papa, a-t-elle dit lentement, de quoi parle maman? Et avant que je ne puisse former une seule phrase, Clarabelle a tiré. Votre père a été en prison. Votre père, Elena, l'homme qui vérifiait ton sac à dos pour que tu n'oublies rien, celui qui te faisait des discours sur l'honnêteté chaque fois que tu trouvais une pièce par terre. En prison, pendant 2 ans, pour avoir été un voleur. Le mot est tombé sur la table comme une assiette qui se fracasse. Voleur, dans ma propre maison, à la table que j'avais payée, devant mes enfants. Il a volé l'entreprise où il travaillait, a-t-elle continué. Et chacune de ces phrases était une nouvelle pelletée de terre. Il avait 19 ans, et il a mis la main dans la caisse, comme un vulgaire voleur. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jugé, et ils l'ont enfermé. Le voilà, le grand homme de cette famille. Et maintenant, il s'avère que c'est moi. Moi qui suis interrogé sur l'argent dans cette maison. Maintenant vous comprenez, les enfants, pourquoi, quand il manque quelque chose, je préfère me taire, parce que je sais avec qui je vis. Je l'ai toujours su, et pourtant je suis resté, et je l'ai aimé. Et je lui ai donné une famille. Et voici comment il me remercie, en m'accusant, à ma propre table. Écoutez, j'ai traversé des épreuves difficiles. J'ai porté des cercueils. J'ai signé des papiers avec des mains tremblantes. Mais il n'y a aucune douleur dans ma mémoire, comparable à ces quelques secondes. Voir l'expression sur le visage de mes enfants,
pendant que leur mère me démolissait pièce par pièce, avec une précision que seule une personne qui sait exactement où frapper depuis des années possède. Parce qu'elle l'a raconté comme ça, sans le froid de la cellule, sans le motif, sans ma mère. Elle a raconté la version du dossier, la version du procureur, la version qui tient en un seul mot, voleur. Et moi, croyez-moi, je connais la différence entre un secret et un mensonge, parce que j'ai porté les deux. Le mien était un secret. Ce qu'elle a fait ce soir-là, c'est transformer mon secret en arme, et me tirer dessus avec, devant les 3 personnes dont le regard soutient mon âme. Romulo s'est adossé à sa chaise, et bien que le moment fût une tragédie, j'ai vu sur son visage quelque chose d'obscène, de la satisfaction. 25 ans à attendre la confirmation que sa fille avait épousé moins qu'un homme, et là, on le lui servait sur un plateau, à côté du gâteau très léché. Je le savais, a-t-il dit d'une voix basse, mais suffisamment forte. Je l'ai toujours su, on sent ces choses-là. Rita s'est signée. Ma belle-mère s'est signée à ma table, comme si on venait de lui dire qu'elle dînait à côté d'un démon. Les yeux d'Elena étaient remplis de larmes. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le-moi, et je te croirai. Et là, c'est le piège le plus cruel de tous. Je ne pouvais pas, car c'était vrai. Incomplet, mutilé, empoisonné, mais vrai. J'avais été en prison, pendant 2 ans de ma vie, derrière un mur gris. C'est un fait. Et on ne pleure pas sur les faits. On les porte. Aaron n'a rien dit. Mon fils, l'invité d'honneur, le cadre, fixait simplement son assiette, la mâchoire serrée. Et je pouvais voir son esprit travailler, réarrangeant 24 ans de souvenirs avec cette nouvelle information. Chaque conseil que je lui avais donné, chaque réprimande, chaque fois que je lui avais dit qu'un homme ne vaut que par sa parole. Tout défilait devant ses yeux, tout était recalculé, avec le mot voleur collé par-dessus. Et Clarabelle me regardait toujours, avec les restes de ce sourire sur le visage, respirant lourdement comme après une course, attendant que je m'effondre. Parce que c'est ce qui était censé se passer. Selon son scénario, j'étais censé crier, ou pleurer, ou sortir en trombe, en claquant la porte. N'importe laquelle de ces 3 réactions l'aurait sauvé, car cela aurait transformé la soirée en mon scandale à moi, et sa question en suspens, les 2000 € du 5 du mois, auraient été enterrés pour toujours sous mes décombres. C'est ce qu'elle attendait. C'est ce que tout le monde attendait. Au lieu de cela, j'ai fait la seule chose que personne à cette table n'aurait pu prévoir, rien. Je suis resté immobile. J'ai senti quelque chose en moi, quelque chose qui était replié dans un coin sombre depuis 3 ans, se lever très lentement. J'ai entendu mon propre rythme cardiaque ralentir, comme la mer avant qu'elle ne se retire. J'ai regardé ma femme finir de sourire. J'ai attendu. J'ai attendu que le dernier coin de ce sourire se dissolve sur son visage, quand elle a vu que je ne craquais pas. Puis, j'ai pris ma serviette, je me suis essuyé la bouche lentement, sans me presser, sentant le tissu contre mes lèvres. Je l'ai plié en 2, puis en 4, et je l'ai posé à côté de mon assiette, avec le même soin avec lequel on dépose une fleur sur une tombe, et j'ai dit, d'une voix si calme que c'en était effrayant, « As-tu terminé, Clarabelle ? C'est tout ? Bien, car maintenant. C'est mon tour. Et je jure sur la tête de mes enfants, que quand j'aurai fini de parler, tu regretteras le temps où le pire secret de cette table était le mien. » Quand j'ai fini de prononcer cette phrase, la température de toute la salle à manger a changé. Clarabelle a cligné des yeux 2 fois, et j'ai vu son cerveau essayer de calculer ce que je savais, à quel point, et depuis quand. Romulo s'est penché en avant. Elena a essuyé ses larmes du revers de la main, confuse. Et Aaron a enfin levé les yeux de son assiette. Mais avant de vous raconter ce que j'ai dit à cette table, je dois vous ramener 3 ans en arrière. Parce qu'un homme n'apprend pas à parler avec ce genre de calme du jour au lendemain. Ce calme mijote à petit feu pendant 3 ans, dans les sous-sols de l'âme. Et le mien a commencé à mijoter un mardi comme un autre, à cause d'une machine à laver en panne. C'était aussi stupide, aussi domestique que ça. La machine à laver est tombée en panne un mardi matin, et Clarabelle était partie emmener sa mère chez le médecin. J'étais à la maison, car le chantier était à l'arrêt cette semaine-là, pour une histoire de permis. Le réparateur était en route, et je me suis souvenu que la garantie de l'appareil se trouvait dans le dossier de documents que Clarabelle gardait dans le placard de notre chambre, sur l'étagère du haut, derrière les boîtes à chaussures. Pensez-y. 22 ans de mariage à ce moment-là, et je n'avais jamais ouvert ce dossier. Pas par règle, pas par interdiction.
simplement parce que chacun avait ses territoires, et que les papiers étaient les siens, tout comme les outils étaient les miens. La confiance, c'est aussi ça, des kilomètres carrés de votre propre maison, sur lesquels vous ne posez jamais le pied. J'ai descendu le dossier. Il était épais, lourd, avec des élastiques usés. Je l'ai ouvert sur le lit, en cherchant la garantie, et j'ai commencé à feuilleter les papiers, les actes de propriété, les certificats, les bulletins scolaires des enfants, de vieux reçus. Et puis, entre l'acte de naissance d'Elena et quelques factures d'électricité, j'ai trouvé une enveloppe. Une enveloppe en papier craft, pliée en deux, ramollie à force d'avoir été manipulée, sans nom, sans adresse d'expéditeur, à peine fermée, le rabat juste rentré à l'intérieur. Je jure sur tout ce qui est sacré, que ma première impulsion a été de la laisser où elle était. Je l'ai tenue dans ma main et j'ai pensé, ce n'est pas à toi, Bellerin. C'est sûrement les papiers de son père, des trucs de femme, n'importe quoi. Je l'ai laissé sur le lit. J'ai continué à chercher la garantie, je l'ai trouvée, j'ai fermé le dossier, et je suis resté là, à fixer l'enveloppe. Il y a une seconde dans la vie de chaque homme qui le coupe en deux, un avant et un après. Le mien a duré le temps d'une respiration. Ma hanche qui s'est tendue, le rabat qui s'est ouvert, mes doigts qui ont sorti les papiers. Si j'avais su ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne sais pas si je l'aurais ouverte. Et ce doute me rend encore visite la nuit, car parfois, je pense que le Bellerin ignorant était plus heureux. Mais il était heureux de la façon dont les aveugles le sont dans une maison en feu, seulement parce qu'ils ne voient pas les flammes. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 choses. La première, des reçus de virement, une pile de bons soigneusement ordonnés, avec l'écriture de ma femme dans le coin de chacun d'eux, notant le mois. 2000 €. 2000 €, 2000 €. Mois après mois, année après année, je les ai comptés avec des mains glacées. À cette époque, cela représentait déjà plus de 70 000 € accumulés au fil des ans. Tous vers le même compte. Tous au nom de la même personne, Quirino Salazar. J'ai lu ce nom, et il ne m'évoquait rien. Absolument rien. Un inconnu, qui me prenait, goutte après goutte, la sueur de mon front. J'ai pensé à des dettes secrètes. J'ai pensé à un usurier. J'ai même pensé à un chantage pour une bêtise familiale. Ma tête a fabriqué 10 explications en 1 minute, et je vous avoue qu'aucune des 10, ne s'approchait de la vérité. La deuxième chose était une vieille photographie aux bords arrondis, le genre que plus personne n'imprime aujourd'hui. Une plage, que j'ai reconnue immédiatement. La station balnéaire où Clarabelle passait l'été avec ses parents, avant de me rencontrer. Et sur la photo, ma femme, une jeune fille, 20 ou 21 ans, avec des cheveux longs jusqu'à la taille, riant d'un rire que je connaissais par cœur, enlacée par un grand garçon aux cheveux bruns, avec un sourire facile. Et je sais ce que vous pensez. Un petit ami de jeunesse. Nous avons tous eu quelqu'un avant. Une vieille photo n'est pas un crime. C'est ce que je me suis dit. Avec la photo tremblante dans ma main, je me suis dit, c'est un souvenir, Bellerin. Ne sois pas ridicule. Tu as aussi ton passé rangé dans des boîtes. Et j'allais tout remettre dans l'enveloppe, et me forcer à oublier le nom de Quirino Salazar, quand j'ai retourné la photographie. Au dos, avec l'écriture de Clarabelle, l'écriture de la jeune Clarabelle, il y avait une date. Et cette date, c'était 4 mois avant notre mariage. 4 mois. Je me souviens encore du bruit de la maison à ce moment-là. Le bourdonnement du réfrigérateur en bas, un chien qui aboyait dans la rue d'à côté, la sonnette du réparateur de la machine à laver qui a retenti 2, 3 fois. Et moi, là, assis au bord de mon lit, incapable de bouger, faisant le calcul le plus terrifiant qu'un homme puisse faire avec ses doigts. Nous nous sommes mariés en mars. La photo datait de novembre. Aaron est né en octobre suivant. Un bébé de 7 mois, m'avait-il dit. Prématuré, mais grand. Quel gros bébé, pour un prématuré, avait dit l'infirmière. C'est parce qu'il est fort comme sa mère, avais-je répondu, avec le sourire le plus innocent que j'ai jamais eu de ma vie. Non, non, et non. Je me suis levé du lit, j'ai fait les 100 pas dans la chambre, je me suis lavé le visage, je me suis dit. Tu es fou? Tu additionnes des cailloux et tu imagines une avalanche. Une photo ne prouve rien. Quelques virements ne prouvent rien. Clarabelle aura une explication. Les gens gardent des choses. Les gens sont bizarres avec leurs souvenirs. Et puis, j'ai sorti la 3e chose de l'enveloppe, celle tout au fond,
pliée en 4. C'était une lettre manuscrite, à l'encre bleue, avec l'écriture serrée et irrégulière d'un homme. Il n'y avait pas de date, mais le papier jaunissait déjà. Et je ne vais pas répéter tout ce qu'elle disait, car j'ai chaque mot de cette lettre tatoué en moi, et ça brûle encore. Je vais juste vous dire comment elle commençait, et comment elle finissait. Elle commençait ainsi, « Clarabelle, je sais que tu as accouché. On m'a dit que c'était un garçon. » Et elle finissait ainsi, « Tu sais ce que je sais. Mets le prix que tu veux sur mon silence, mais n'oublie pas que les enfants grandissent, et plus ils grandissent, plus ils ressemblent à quelqu'un. » C'était signé. Je me suis assis par terre. Un homme de 44 ans, qui avait porté du ciment, qui avait enterré ses parents, qui avait survécu à une cellule de prison, assis par terre dans sa propre chambre, avec une lettre à la main, pendant que le réparateur de la machine à laver sonnait, sonnait et sonnait. Jusqu'à ce qu'il se fatigue et s'en aille. Je suis resté là, je ne sais combien de temps, et sur ce sol, avec ces 3 papiers éparpillés autour de moi, j'ai compris 3 choses en même temps. Et chacune était pire que la précédente. Que le garçon de la plage s'appelait Quirino, et que ma femme lui versait 2000 € par mois avec notre argent. Qu'elle ne le payait pas par amour. Elle le payait pour son silence. Et que le silence qu'elle achetait avec ma sueur, avec mes matins tôt, avec mes mains brisées à force de porter le monde entier, était le silence au sujet de mon propre fils. Au sujet d'Aaron, mon garçon. Le premier être humain qui m'ait fait pleurer de bonheur. L'enfant à qui j'avais appris à faire du vélo, en courant derrière la selle jusqu'à perdre haleine. L'homme dont la célébration, 3 ans plus tard, se terminerait avec toute cette vérité étalée sur la table, à côté du gâteau très léché. Cet après-midi-là, quand j'ai entendu la voiture de Clarabelle se garer, j'ai tout remis dans l'enveloppe. L'enveloppe dans le dossier dans le placard. Je suis descendu, et quand elle est entrée et m'a demandé si un réparateur était venu, je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit mon premier grand mensonge en tant que mari, « Non, mon amour, personne n'est venu. » Non, mon amour. Personne n'est venu. Avec ce mensonge, le chapitre le plus sombre de ma vie a commencé. Car c'est une chose de découvrir un secret, et c'en est une toute autre d'apprendre à vivre avec, à l'intérieur de soi, tous les jours, sans que cela ne se voie sur votre visage. Cette première nuit, je n'ai pas dormi. Clarabelle s'est mise au lit à côté de moi, m'a souhaité bonne nuit, a posé sa main sur ma poitrine comme elle le faisait depuis 22 ans, et s'est endormie en 5 minutes. Juste comme ça, paisiblement. Et je suis resté là, à fixer le plafond, avec sa main sur mon cœur qui battait la chamade, en pensant, comment fais-tu? Comment peux-tu dormir comme ça, avec une enveloppe pareille dans le placard? Combien de nuits, sur ces 22 années de nuit, s'est-elle endormie avec ce poids? Pendant que je la serrais dans mes bras, sans rien savoir? Le lendemain, j'ai fait ce que fait tout homme qui ne peut plus rester immobile. J'ai commencé à chercher attentivement, avec honte, avec peur. J'ai cherché le nom de Quirino Salazar partout où je pouvais, et je l'ai trouvé. Il vivait à 4 heures de route de chez nous, dans une ville côtière. Il avait une petite entreprise, un atelier de réparation de bateaux et de moteurs, à moitié délabré. Ses réseaux sociaux étaient presque vides, quelques photos, lui avec des amis, lui avec une bière, lui sur un bateau. Plus vieux, plus usé, plus gros que le garçon de la plage, mais c'était lui. Le même sourire facile. Et j'ai passé des heures, messieurs, j'avoue avoir passé des heures, au petit matin, enfermé dans la salle de bain avec mon téléphone, à regarder le visage de cet homme, scrutant ses yeux, son front, sa mâchoire, la forme de ses sourcils, et à les comparer, Dieu me pardonne, avec le visage de mon fils, qui dormait dans la pièce voisine. Il y a des tortures qui ne laissent pas de traces. C'en est une. Regarder son garçon prendre le petit déjeuner, et se surprendre à étudier son profil, comme un policier. Se détester de le faire, et ne pas pouvoir s'en empêcher. Car tout cela n'était qu'un piège. Je n'avais aucune certitude. J'avais une photo, des virements, et une lettre empoisonnée. Tout pointait vers une seule direction, mais pointer n'est pas arrivé. Et au milieu de ce doute, il y avait mon fils, mon Aaron, le garçon qui m'attendait à la fenêtre quand je rentrais du travail, le front collé contre la vitre. Celui qui, à 8 ans, m'avait dit que, quand il serait grand, il voulait être comme moi. Et j'avais dû détourner le regard, pour qu'il ne voie pas mon visage, car personne ne m'avait jamais dit quelque chose d'aussi profond de toute ma vie. Savez-vous ce que ça fait, d'avoir les moyens de mettre fin à un doute,
et de ne pas oser le faire? Aujourd'hui, il y a des tests pour tout. Un laboratoire, quelques échantillons, quelques jours d'attente, et la vérité vous arrive sur un morceau de papier. Je me suis renseigné. Je me suis même tenu devant la porte d'un laboratoire, un jeudi matin, portant une casquette comme un criminel, avec 2 brosses à dents et un petit sac à l'intérieur de ma veste, et je ne suis pas entré. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Je n'ai pas pu me regarder dans le miroir pendant une semaine, mais ce n'était pas de la lâcheté, ou pas seulement. C'était quelque chose que j'ai compris, en me tenant sur ce trottoir. Si le papier disait qu'Aaron était le mien, je ne pourrais jamais pardonner à Clarabelle l'enfer du doute. Et si le papier disait qu'il n'était pas de moi, qu'allais-je faire de ça? Cesser d'être son père? Est-ce seulement possible? Existe-t-il, au monde, un morceau de papier avec le pouvoir d'effacer 20 ans de vélo, de fièvre au milieu de la nuit, de jeux, de devoirs, de câlins? J'ai décidé que non. J'ai décidé qu'aucun laboratoire n'allait me dire qui était mon fils. Et cette décision, qui était la chose la plus proche de la paix que j'ai trouvée ces jours-là, a eu un prix terrible, garder le silence. Parce que parler, c'était tout briser, et tout briser, c'était le briser, lui. Aaron terminait l'université. Il construisait sa vie. Il était entier. De quel droit devais-je venir avec mon enveloppe en papier craft, et dynamiter ses fondations? C'est ce que je me suis dit, et c'était en partie vrai. Mais je vous dois l'autre partie, parce que j'ai promis de vous raconter toute cette histoire, ou de ne pas la raconter du tout. Je suis aussi resté silencieux par fierté. Parce que parler, c'était me tenir devant Romulo, devant Rita, devant le monde entier, et dire à voix haute, vous vous foutez de ma gueule depuis 20 ans. Le gendre indésirable, le porteur de sac, le voleur repenti, s'avérait aussi être l'idiot du village. J'avais déjà été humilié une fois dans ma vie. J'avais déjà marché la tête baissée devant des gens qui me regardaient comme une ordure. Et je m'étais juré dans cette cellule que plus jamais, plus jamais. Alors j'ai gardé le silence, mais mon silence n'était pas inactif. Mon silence était un animal qu'il fallait nourrir tous les jours. D'abord, il y a eu les papiers. J'ai commencé à faire des copies des reçus, de la lettre, de la photo. Je les gardais dans le seul endroit de la maison qui était complètement à moi, le fond du tiroir de mon bureau, sous clé, au milieu de vieux plans de construction. Puis, j'ai ouvert les yeux avec la banque. J'ai demandé un accès en ligne au compte, chose que je n'avais jamais faite auparavant, et j'ai appris à le vérifier depuis mon téléphone. Chaque 5 du mois, ponctuel comme une malédiction, je voyais les 2000 € sortir. Et chaque 5 du mois, je notais la date dans un petit carnet de travail, avec mon écriture au crayon, comme quelqu'un qui tient le registre de sa propre hémorragie. J'avais 21 entrées notées, depuis ce mardi de la machine à laver, jusqu'à la nuit du dîner. 21 fois de plus, j'ai vu 2000 € sortir en 3 ans, en sachant où ils allaient, sans dire un mot. Ajouté à toutes les années précédentes, le chiffre total me donnait le vertige. Plus de 100 000 € de ma vie de travail, transformés en cadenas d'un mensonge. Et pendant ce temps, la vie continuait. Parce que c'est ce que personne ne vous dit sur les secrets. La vie continue, et vous devez jouer la comédie. Les anniversaires, les Noëls, le jour où Elena a obtenu son diplôme, et où Clarabelle a pleuré dans mes bras. Moi, je lui caressais la tête, le regard fixé sur le mur. Les nuits en tant que mari et femme, qui devenaient froides, sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Et elle m'a demandé une fois, ça va, Bellerin? Tu as l'air déprimé. Et je lui disais que c'était le travail, l'âge, la pression. De petits mensonges, pour couvrir le grand. J'ai vécu comme ça pendant 3 ans. Et je veux être honnête avec vous sur ce que ces 3 années m'ont fait, car c'est ici que cette histoire cesse de parler de Clarabelle, et commence à parler de moi aussi. Au début, j'ai gardé le silence pour protéger mon fils. Je vous jure que c'était la vérité de la première année. Mais le silence, quand on le garde si longtemps, fermente. Et à un moment donné, la 2e année, sans que je remarque le jour exact, mon silence a changé de nature. Il a cessé d'être un bouclier pour Aaron, et a commencé à devenir autre chose, un arsenal. J'ai commencé à imaginer le moment. J'ai honte de le dire, mais je l'imaginais sous la douche, en conduisant, lors de réunions de travail. Le moment où Clarabelle, avec cette langue qui est la sienne, franchirait la ligne ultime avec moi, et où moi, au lieu de baisser la tête comme toujours, j'ouvrirais le tiroir du bureau. Je ne rassemblais plus de preuves pour comprendre.
Je rassemblais des preuves pour gagner. Chaque nouveau reçu ne me blessait plus, il m'armait. Et il y a eu des nuits, Dieu me pardonne, où je la voyais m'humilier, devant son père, avec une petite remarque acerbe. Et à l'intérieur, je pensais, vas-y, Clarabelle, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce tiroir. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous avouer? Je n'étais plus seulement une victime attendant justice. J'étais un homme qui attendait son heure. Et cette différence, qui semble infime, est exactement la distance qui sépare le fait de se défendre, du fait d'exécuter. C'est pourquoi ce soir-là, au dîner d'Aaron, quand j'ai posé la question sur les 2000 € devant tout le monde, je n'étais pas tout à fait innocent. J'aurais pu lui demander en privé 1000 fois. J'avais eu 3 années de jour et de nuit pour le faire en privé, comme un mari. Et j'ai choisi la table pleine. J'ai choisi les témoins. Une partie de moi, une partie que j'ai mis des mois à admettre, savait déjà que je la poussais au bord du précipice, et savait comment Clarabelle réagissait lorsqu'elle se sentait acculée, en mordant. Ce que je n'avais pas calculé, c'était la profondeur de la morsure. Je n'imaginais pas qu'elle allait déballer mon passé là, de cette façon, devant les enfants. Et quand elle l'a fait, quand elle a craché le mot au voleur sur ma table, et que j'ai vu le visage de ma fille se briser, et les yeux de mon fils s'éteindre, quelque chose en moi a finalement pris sa propre décision. Elle avait utilisé sa seule balle, et m'avait laissé debout. Maintenant, la table était silencieuse, tout le monde me regardait, et moi, j'avais ma serviette pliée à côté de mon assiette, et 3 ans d'arsenal qui attendaient dans ma voix. Romulo savourait ma chute. Rita se signait. Et Clarabelle, encore agitée, comprenait peu à peu, à mon calme, que quelque chose ne tournait pas rond avec sa victoire. C'est mon tour, ai-je dit, et j'ai commencé à parler. C'est mon tour, ai-je répété. La table entière a retenu son souffle. Clarabelle, ai-je commencé, en ne regardant qu'elle. Tu viens de parler de mon passé à mes enfants. C'est très bien. C'est vrai. J'ai été en prison. Et maintenant, je vais leur raconter le reste, parce que tu n'as raconté qu'une moitié, celle qui t'arrangeait. Je me suis tourné vers Aaron et Elena. Et pour la première fois en près de 30 ans, j'ai raconté toute l'histoire à voix haute. J'avais 19 ans. Je travaillais dans un entrepôt d'alimentation comme aide-comptable, parce que j'ai toujours été doué avec les chiffres. Et ma mère, la grand-mère que vous n'avez jamais connue, est tombée malade des poumons. Le médecin nous a dit qu'il existait un traitement. Mais qu'il coûtait cher. Il coûtait 800 €, que nous n'avions pas, même en cumulant 3 vies de travail. Mon père était déjà mort. J'étais le seul homme de cette maison. J'ai demandé un prêt. Ils ont dit non. J'ai demandé des avances. Ils m'en ont donné 2. Puis ils ont dit non. J'ai vendu le peu que nous avions. Et ma mère s'éteignait, semaine après semaine. Tandis que le traitement était là, de l'autre côté d'un comptoir, à attendre ceux qui avaient les moyens de se l'offrir. Et un soir, à l'heure de la fermeture, je me suis retrouvé seul. Avec le coffre-fort ouvert, et ma main s'y est glissée, tout simplement. J'ai pris exactement 800 €, pas un centime de plus. J'ai même laissé un mot signé à l'intérieur. Disant que je rembourserais. C'est dire à quel point j'étais jeune. J'ai volé avec un reçu. J'ai payé le traitement un lundi. J'ai été arrêté un jeudi. Et ma mère. Messieurs, ma mère est morte 4 mois plus tard. Pendant que j'étais à l'intérieur. Ils ne m'ont pas laissé aller à l'enterrement. Ça aussi, ça fait partie du dossier que votre mère vient de vous lire. Le voleur n'a pas enterré sa mère. J'ai pleuré pour elle assis par terre dans une cellule. En mordant une couverture pour que les autres ne m'entendent pas. Elena pleurait à nouveau, mais c'était un autre type de pleurs. Aaron me regardait avec des yeux rouges. Rita avait baissé la main avec laquelle elle n'avait cessé de se signer. Même Romulo gardait les yeux rivés sur la nappe. J'ai payé pendant 2 ans, ai-je continué. Je suis sorti à 21 ans, avec un sac à dos et un nom de famille sali. Personne ne voulait m'embaucher. C'est pour ça que je portais des sacs quand j'ai rencontré votre mère, les enfants. Et quand elle est entrée dans ma vie. J'ai cru que Dieu m'accordait une seconde chance. Je lui ai parlé de mon passé, avant de la demander en mariage. Je lui ai tout dit, 1 an avant de nous marier. En pleurant, m'attendant à ce qu'elle parte, et elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit, ton passé m'importe peu. Bellerin.
Nous avons tous des choses que nous préférerions enterrer. J'ai fait une pause et j'ai regardé ma femme. Nous avons tous des choses que nous préférerions enterrer. C'est ce que tu m'as dit, Clarabelle. Et j'ai naïvement pensé, pendant 24 ans, que c'était une belle phrase. Je n'avais pas compris que tu parlais de toi-même. Bellerin, a-t-elle dit, et sa voix n'était plus entière. Bellerin, ça suffit. Les enfants n'ont pas besoin d'eux. N'ont pas besoin de quoi, les jeux interrompus, sans crier, et je crois que c'est mon calme qui l'a le plus effrayé. Maintenant, les enfants n'ont plus besoin d'entendre? Il y a 5 minutes, tu leur balançais tout mon casier judiciaire avec le dessert. Maintenant, nous allons terminer la conversation de fin de repas. J'ai sorti le relevé bancaire de la poche intérieure de ma veste. Je l'ai déplié sans me presser, et je l'ai posé au centre de la table, à côté du gâteau très léché. Je t'ai posé une question avant que ta mère ne change de sujet. J'ai dit que 2000 € sortaient de notre compte, chaque 5 du mois. C'est souligné, là. J'ai le compte exact. Au cours des dernières années que j'ai enregistrées. Ça fait plus de 42 000 €. Et si l'on ajoute tout ce que j'ai trouvé d'avant, le chiffre dépasse les 100 000 €. 100 000 €, les enfants. Toute l'université d'Elena. L'apport pour l'appartement que je rêvais de t'offrir, Aaron. Tout cela a quitté cette famille, goutte après goutte. Pendant des années. Romulo s'est emparé du papier. Bien sûr qu'il s'en est emparé. Les chiffres, c'est son langage. Il a passé son doigt dessus, et son visage a changé. Qu'est-ce que c'est, Clarabelle, a-t-il demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Clarabelle, aussi blanche que la nappe, a prononcé le dernier mensonge qu'il lui restait. C'est une épargne. C'est un compte séparé que je. C'est pour une surprise. C'est. Veux-tu que je dise le nom, ou c'est toi qui le fais, ai-je demandé. Silence. Le genre de silence qui bourdonne au son de l'argent. L'argent, ai-je dit alors, en regardant mes enfants, parce que je leur devais la vérité, par chaque mois sur un compte au nom de Quirino Salazar. Et là, messieurs, il s'est produit quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui m'a confirmé qu'il n'y avait plus de point de retour pour cette soirée. Rita, ma belle-mère, a répété le nom dans un murmure, Quirino. Et elle a porté sa main à sa bouche. Elle le connaissait. Bien sûr qu'elle le connaissait. Les mères connaissent toujours les garçons de la plage. Qui est Quirino, a demandé Elena, en regardant sa mère, sa grand-mère, puis moi. Et j'ai répondu lentement, posant chaque mot comme on pose des briques avec un niveau. Quirino Salazar était le petit ami de ta mère avant notre mariage. Celui de la côte. Et ta mère lui verse 2000 € par mois, depuis des années, avec l'argent de sa famille, pour acheter son silence. Le silence à propos de quoi, a dit Aaron. Et c'était la première fois qu'il parlait depuis le mot voleur. Sa voix était rauque, une voix d'homme, et elle m'a transpercé la poitrine, parce que cette question était la dernière porte. Et c'était mon fils qui l'ouvrait. Le silence à propos de quoi, papa? J'ai regardé Clarabelle. Je lui ai offert. Je lui ai offert la dernière marque de respect qu'il me restait. Dis-le lui ai-je dit. Je te le demande pour l'amour de ce que nous avons été. Laisse-le l'entendre de ta bouche. Et ma femme, la femme avec qui j'avais dormi pendant 24 ans, a fait quelque chose qui m'a fait plus de mal que tous les reçus réunis. Elle a secoué la tête, et m'a dit, presque dans un murmure, je t'en prie, Bellerin, tu ne sais pas ce que tu fais. Pense à lui. Pense à lui. C'était là, l'aveu sans parole. Rita a lâché un sanglot. Romulo s'est à moitié soulevé de sa chaise sans vraiment se lever, comme si son corps ne répondait plus. Elena regardait son frère, ne comprenant toujours pas, et Aaron. Aaron, lui, comprenait déjà. J'ai vu le moment exact où il a compris. Le sang s'est retiré de son visage. Il a regardé la date de mariage gravée sur l'alliance de sa mère. Il a regardé sa propre date de naissance, dans sa mémoire. Il a fait le calcul que j'avais fait 3 ans plus tôt, assis au bord d'un lit. Et il l'a dit. Je ne l'ai pas dit. Je veux que ce soit clair pour toujours. C'est lui qui l'a dit. Le silence me concerne. Mon fils a dit qu'elle le payait pour qu'il ne dise rien sur moi. Je suis né 8 mois après le mariage. Cet homme est. Il n'a pas fini sa phrase.
Personne ne l'a fini. Il y a des phrases qui n'ont pas besoin d'être terminées, parce qu'elles sont déjà achevées, suspendues en l'air. Clarabelle s'est effondrée devant tout le monde. Elle s'est brisée, comme le verre se brise, d'un coup, et vers l'intérieur. Elle s'est mise à pleurer, d'un pleur que je ne lui connaissais pas. Un pleur laid, incontrôlable, en disant « j'étais très jeune ». Je ne l'ai su que plus tard. Le temps que je m'en rende compte, nous étions déjà mariés. Tu étais déjà là. Je t'aimais déjà. Nous étions déjà une famille. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas te perdre. Et chacune de ces phrases était une nouvelle confirmation. Devant son père, qui s'enfonça de nouveau dans sa chaise comme un sac lourd. Devant sa mère, qui pleurait les deux mains sur le visage. Devant Helena, qui se leva si brusquement qu'elle renversa sa chaise, et resta debout, tremblante, regardant sa mère comme on regarde une étrangère. Et devant Aaron. L'invité d'honneur. Le cadre. Mon garçon. Qui ne pleurait pas. Qui ne criait pas. Qui était assis bien droit à sa place d'honneur, fixant le gâteau très léché, dont les bougies étaient déjà éteintes, pendant que tout son univers basculait. 24 ans, a-t-il finalement dit, sans regarder personne. 24 ans, et je l'apprends comme ça. À mon dîner. Devant tout le monde. Et puis il a levé les yeux, mais il n'a pas regardé sa mère. Il m'a regardé, moi. Et depuis combien de temps es-tu au courant, papa? Depuis combien de temps es-tu au courant, papa? Il y a des questions qui sont des miroirs. Vous passez toute votre vie à vous préparer à accuser, à pointer du doigt, à étaler les preuves sur la table. Et soudain, la seule question qui compte vous revient en pleine poitrine, et l'accusateur se retrouve debout, face à son propre reflet. Toute la table s'est tournée vers moi. Même Clarabelle, aussi brisée soit-elle, a relevé la tête, car au fond, elle aussi voulait savoir, plus que quiconque. Et j'aurais pu mentir. Croyez-moi, j'y ai pensé. J'y ai pensé pendant cette seconde éternelle, avec les yeux de mon fils rivés dans les miens. J'aurais pu dire, je l'ai découvert il y a quelques jours, mon fils. J'ai trouvé le relevé bancaire et j'ai fait le lien. Ça aurait semblé propre. Ça m'aurait laissé du bon côté de l'histoire, le mari trompé qui découvre la vérité et affronte la victime innocente. Mais j'ai regardé Aaron, et mon garçon avait le visage de quelqu'un qui ne pouvait pas supporter un mensonge de plus sur cette terre. Ce soir-là, on avait dynamité son nom de famille, son sang, et toute son histoire en moins d'une heure. La seule chose que je pouvais lui donner, la seule chose qu'il me restait entre les mains, c'était la vérité, toute la vérité. Même si elle devait me brûler. Même si c'était mon tour. Il y a 3 ans, ai-je dit. L'air, autour de la table, a changé de nouveau. Helena a cligné des yeux, comme si on lui avait parlé dans une autre langue. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça, il y a 3 ans? Je le sais depuis 3 ans, ai-je répété, et chaque mot pesait une tonne, mais je les ai tous prononcés. J'ai trouvé des reçus, une lettre, et une photo. Un mardi, en cherchant la garantie de la machine à laver. C'est là que j'ai su que ta mère payait cet homme. C'est là que j'ai deviné le reste. Et j'ai gardé le silence. Tu as gardé le silence, a répété Aaron, sans point d'interrogation, comme s'il épelait quelque chose pour y croire. J'ai gardé le silence, ai-je dit, pendant 3 ans. Pourquoi? Et là, messieurs, devant ma famille brisée, j'ai dû ouvrir ma propre enveloppe en papier craft, celle que je gardais à l'intérieur. Au début, pour toi, lui ai-je dit. C'est la vérité de la première année, mon fils, et je la maintiens en te regardant dans les yeux. J'avais peur de briser ta vie. Je me suis tenu devant un laboratoire, avec 2 brosses à dents dans un sac, et j'ai fait demi-tour. Parce que j'ai décidé qu'aucun morceau de papier n'allait me dire qui était mon fils. Et je le referai 1000 fois. Je ne regrette pas cela. Et puis il a posé la question. Parce que mon fils est intelligent. Il a entendu ce au début, et est allé directement à ce qui manquait. Et ensuite? Ensuite, ai-je dit, et j'ai dû déglutir avant de continuer. Ensuite, j'ai commencé à pourrir. J'ai commencé à me taire pour te protéger, et j'ai fini par me taire pour m'armer. J'ai rassemblé des papiers, copié des reçus, noté des dates dans un carnet pendant des années. En attendant. En attendant le jour où ta mère me donnerait une raison d'ouvrir le tiroir. Ce soir,
quand j'ai posé la question sur l'argent devant tout le monde, ce n'était pas innocent. J'aurais pu demander en privé 1000 fois, et j'ai choisi la table pleine. Moi aussi. J'ai provoqué ça. Je suis aussi responsable du fait que tu la prennes comme ça, à ton propre dîner, devant tes grands-parents. Et je le regretterai jusqu'à mon dernier jour. Silence. Le bon type de silence, pas l'autre. Romulo a été le premier à le briser, et il l'a fait tel qu'il est, en cherchant un coupable. Il s'est levé de sa chaise, ayant recouvré ses forces, et s'est avancé vers moi. 3 ans, a-t-il crié. Tu savais ça depuis 3 ans, et tu t'es assis à ma table de Noël, et tu as trinqué avec moi, sachant que mon petit-fils. Et tu l'as caché. Tu es aussi menteur qu'elle. Et là, il s'est produit quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Ce n'est pas moi qui lui ai répondu. C'est Aaron. Mon garçon s'est levé lentement, la serviette toujours serrée dans son poing, et a dit à son grand-père, d'une voix basse qui tranchait plus que n'importe quel cri, « Non, grand-père, il n'est pas comme elle. Elle a menti pendant 24 ans pour se protéger. Lui, il s'est tu pendant 3 ans pour ne pas me briser. Ce n'est pas la même chose. Et vous? » Et là, il a levé les yeux, et j'ai vu toute sa rage pour la première fois. Vous avez apprécié ça toute la soirée. Vous avez adoré quand on a dit que mon père avait été en prison. Je l'ai vu sur votre visage. Vous avez passé 25 ans à traiter le seul homme de cette famille, qui s'est cassé le dos pour nous tous, comme une moins que rien. Alors non. Grand-père. Vous n'avez pas le droit de blâmer qui que ce soit à cette table. Romulo est resté bouche bée. Rita pleurait doucement, en répétant « Je ne savais rien pour les paiements. Je ne savais pas, jusqu'à ce que... » Elena, mon Elena, qui était restée silencieuse et tremblante pendant plusieurs minutes, s'est tournée vers sa grand-mère, les yeux gonflés, et a demandé « Mais tu savais qui était Quirino, n'est-ce pas, grand-mère ?» Quand papa a dit le nom, tu l'as répété. Tu le connaissais. Et Rita, prise au piège, a regardé sa fille, a regardé sa petite-fille, et a baissé la tête. C'était le petit ami de la plage, a-t-elle dit dans un murmure. Nous pensions que c'était du passé. Quand Bellerin est apparu si vite, et le mariage si rapide. Une mère fait les comptes? Ma fille. Une mère fait toujours les comptes. Mais je préférais ne pas demander. Je préférais croire que le bébé était un prématuré de 7 mois. Nous avons tous préféré le croire. Nous avons tous préféré le croire. Si cette histoire avait un titre alternatif, ce serait celui-là. Elena a laissé échapper un rire qui n'en était pas un. Un de ces rires qui sont un cri coincé dans la mauvaise gorge. Donc tout le monde, a-t-elle dit, tout le monde savait quelque chose, et personne n'a rien dit. Tu savais pour le petit ami, grand-mère. Maman savait tout. Papa savait presque tout. Et les seuls à vivre dans un conte de fées, c'était Aaron et moi. Nous étions les seuls idiots de cette famille. Personne ne lui a répondu, car il n'y avait pas de réponse. Ma fille a pris son téléphone sur la table, a ramassé la chaise qu'elle avait renversée, l'a remise à l'endroit avec un calme glaçant, et a dit « Je vais dans ma chambre. Ne me suivez pas. Aucun de vous. » Et elle a monté les escaliers, et chaque pas a résonné dans toute la maison, parce que personne d'autre n'osait même respirer. Clarabelle était toujours à sa place, recroquevillée, son mascara coulant, et ses mains nouées sur ses genoux. Et de là, depuis le fond de sa défaite, elle a tenté le dernier coup qu'il lui restait. Elle a regardé Aaron avec des yeux de mère, ceux qui ne trompent jamais, et a dit « Mon fils, mon cher fils, tu es toute ma vie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par peur de te perdre. J'étais une gamine. J'avais 21 ans. J'étais enceinte et terrifiée. Bellerin est apparu, il était bon. Il était sérieux, et j'ai appris à l'aimer. Je jure devant Dieu, j'ai appris à l'aimer. Et le temps que je m'en rende compte, il n'y avait aucun moyen de dire la vérité sans tout détruire. Qu'aurais-tu fait? Dis-moi. Qu'aurais-tu fait? Et Aaron l'a regardé pendant un long moment, un silence du genre qui fait vieillir, et a répondu, je ne sais pas ce que j'aurais fait, maman. Mais je sais ce que je n'aurais pas fait. Je ne lui aurais pas fait payer ton erreur. Parce que ce soir, quand papa a posé la question sur l'argent, tu avais 2 chemins, avouer ton secret, ou le brûler vif devant ses enfants. Et tu l'as brûlé, maman. Tu l'as brûlé en souriant. Je t'ai vu sourire.
Pour le reste de ma vie, je verrai ce sourire. Puis il s'est tourné vers moi, et ne m'a dit qu'une seule chose. Celle qui me brise encore aujourd'hui. Et toi, papa, 3 ans. Pendant 3 ans, tu m'as regardé en face, en sachant ça. 3 ans d'anniversaire, de câlins, de dimanche. Je comprends pourquoi tu as gardé le silence. Je t'en remercie même, je crois. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui fait le plus mal, son mensonge ou ton silence. J'ai besoin que vous ne me cherchiez ni l'un ni l'autre pendant quelques jours. Il a pris sa nouvelle veste sur le dossier de la chaise, sa veste de jeune cadre, et s'est dirigé vers la porte. Et là, la main sur la poignée, il s'est arrêté. Sans se retourner, la voix déjà brisée, il a prononcé la phrase qui me réveille encore au milieu de la nuit, joyeuse promotion à moi. Et il est parti. Et la porte n'a pas claqué. Elle s'est fermée doucement, avec un petit clic. Je vous jure, un claquement de porte aurait fait moins mal. Ceux qui restaient dans cette salle à manger n'étaient plus une famille. Romulo a pris son manteau, et sa femme, et ils sont partis sans dire au revoir à personne. Seule Rita, depuis la porte, a regardé les assiettes servies, le gâteau à moitié coupé, et a murmuré, « Que Dieu vous aide, car personne ne peut plus réparer ça. » Et puis, il ne restait que nous deux, Clarabelle et moi, seuls, l'un à chaque bout d'une table dressée pour 7, au milieu de chaises vides et de nourriture froide. Avec 24 ans de mariage qui se vidaient de leur sang sur la belle nappe, celle qui ne sort qu'à Noël. Elle a levé le visage, m'a regardé à travers tout ce désastre, et a posé la question qui restait, celle qui allait tout décider, et maintenant, Bellerin? Qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, Bellerin? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, j'avais imaginé ce moment 1000 fois, sous la douche, au volant, lors de mes nuits blanches. Dans mon imagination, ce moment était ma victoire. Moi, debout, avec les preuves à la main, et elle, brisée, implorant le pardon. Pendant 3 ans, j'ai répété cette scène dans ma tête. Et maintenant, je l'avais devant moi, exactement comme je l'avais répété. Clarabelle détruite, la table vide, la vérité éclatée au grand jour. Tout s'était déroulé selon le scénario. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Rien. Ou pire que rien. J'ai ressenti le froid. Le froid d'une maison inhabitée. Parce que personne ne vous prévient que les victoires imaginées pendant des années arrivent sans musique, sans applaudissements, sans soulagement. Elles arrivent comme le silence après un effondrement, avec de la poussière dans l'air, et un vide là où il y avait autrefois quelque chose qui, pour le meilleur ou pour le pire, tenait debout. Je me suis assis, non pas à ma place en bout de table, mais sur la chaise à côté d'elle, celle que Rita avait laissée. Et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La nourriture refroidissait dans les assiettes. La cire des bougies du gâteau avait durci en gouttes, et nous étions tous les deux là, comme 2 survivants d'un naufrage, assis sur les restes du navire. C'est elle qui a brisé le silence, et elle ne l'a pas fait en se défendant. Elle l'a fait avec une question à laquelle je ne m'attendais pas. Comment était la lettre, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, sans comprendre. Quoi? La lettre de Quirino. Celle que tu as trouvée. Tu l'as mémorisée, parce que moi, je l'ai fait. Je connais chaque mot. Je ne l'ai lu qu'une seule fois, il y a 20 ans, et je n'ai jamais pu l'effacer. Dis-moi comment elle commence, Bellerin. Je veux savoir si c'est la même qui me hante. Et je l'ai dit, Clarabelle, je sais que tu as accouché. On m'a dit que c'était un garçon. Elle a fermé les yeux, a hoché lentement la tête, et puis, pour la première fois en 24 ans de mariage, ma femme m'a raconté toute la vérité. Sans larmes théâtrales, sans jeu, avec la voix usée de quelqu'un qui n'a plus rien à protéger. J'avais 21 ans, a-t-elle dit. Quirino était mon amour de vacances, celui de la côte. Beau, charmant, et pourri jusqu'à l'os. Mais ça, on l'apprend trop tard. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, tu sais ce qu'il a fait? Il a ri. Il m'a dit, et alors? C'est ton problème. Il m'a dit que si je le poursuivais, il nierait tout, et qu'il dirait aussi à tout le monde que je couchais à droite à gauche, pour voir qui on croirait. Je suis rentré de ce voyage avec 2 semaines de retard, et avec une peur que je ne souhaiterais à personne. Pense à l'époque, Bellerin. Pense à mon père. Tu le connais. Qu'est-ce que j'étais censé faire?
rentrer à la maison et dire à Romulo que j'étais enceinte d'un garçon de la plage qui ne répondait même plus à mes appels? Elle a fait une pause, a regardé ses mains. Et puis, tu es apparu. Et c'est la partie dont j'ai le plus honte, et tu vas tout entendre, parce que je l'ai tue pendant la moitié de ma vie. Au début. Je le jure sur la tête d'Elena. Au début. Je ne savais pas que j'étais enceinte quand je t'ai rencontré. Tu me plaisais vraiment. Tu étais sérieux. Tu étais bon. Tu me regardais comme personne ne m'avait jamais regardé. Mais quand j'ai réalisé les dates, quand j'ai compris ce qui m'arrivait. Nous sortions déjà ensemble. Et j'ai eu l'occasion, Bellerin. J'ai eu le moment exact pour te le dire. Un soir, sur la promenade. Tu te souviens que tu m'as raconté ton histoire? Celle de la prison. Tu pleurais, en t'attendant à ce que je parte, et je t'ai pris dans mes bras. Et je t'ai dit que nous avons tous des choses que nous préférerions enterrer. Cette nuit-là. C'était la nuit où tu m'avais livré ta vérité, et je te devais la mienne. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé, et ma voix est sortie rauque. Parce que j'ai vu ton visage, a-t-elle dit. Tu venais de me dire que le monde entier t'avait traité comme une ordure pour une erreur de jeunesse. Que j'étais la seule chose pure qui te soit jamais arrivée. Comment pouvais-je te dire, sur ce même banc, eh bien, écoute, je suis enceinte d'un autre homme. Et j'ai besoin d'un nom de famille. Tu en serais mort, sur place. Ou pire, tu serais resté. Tu serais resté par pitié, ou pour faire le héros. Et j'aurais passé toute ma vie à ne pas savoir si tu m'aimais, ou si tu te contentais de me porter. Alors, je me suis tue. J'ai précipité le mariage. Et j'ai prié pour qu'il naisse en retard. Et il est négro. Et l'infirmière a fait cette blague. Et tu as dit qu'il était fort comme moi. Et j'ai ri avec toi, Bellerin. J'ai ri avec toi, alors qu'à l'intérieur, je mourais. C'est là que je t'ai vraiment trahi pour la première fois. Pas sur la plage. Mais là, à l'hôpital, en riant à cette blague. J'ai écouté, et je me suis senti être démonté de l'intérieur, avec un tournevis de précision. Car pendant 3 ans, je l'avais haï, d'une haine ordonnée et classifiée, avec des reçus et des dates notées dans un carnet. Et cette haine avait besoin d'un monstre. Mais ce que j'avais devant moi n'était pas un monstre. C'était une gamine terrifiée de 21 ans, qui avait pris la pire décision de sa vie, pour les raisons les plus humaines du monde, et qui avait ensuite passé 24 ans à la payer à tempérament. Et Quirino, ai-je demandé. Quand est-il revenu? Quand Aaron est paru dans le journal, a-t-elle dit. Tu te souviens? Il y a des années, quand il a gagné le concours universitaire et que sa photo a été publiée. Quelqu'un de la côte l'a reconnu. La rumeur est parvenue à Quirino, et Quirino a fait le calcul. Ça m'est tombé dessus comme la foudre. Un mardi comme un autre. Il m'a appelé sur le téléphone de la maison. Je ne sais toujours pas comment il a eu le numéro. Il a dit, il est bien grand, mon garçon. Et il m'a dit que son atelier faisait faillite, qu'il ne voulait pas déranger. Qu'il ne voulait rencontrer personne ni prendre le fils de personne. Qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Au début, c'était 500 €, puis 1000 €. Depuis des années maintenant, 2000 € chaque 5 du mois. Et chaque fois que j'avais un jour de retard, je recevais un message. Quelle belle famille tu as, Clarabelle. Dis bonjour au jeune cadre de ma part. Elle a serré les poings sur la table. Tu penses que je t'ai volé, Bellerin? Et tu as raison. C'était notre argent, et je l'ai pris en secret. Mais je ne l'ai pas dépensé en robe ou avec des amants. J'ai acheté, mois après mois pendant des années, le mensonge que mes enfants avaient une famille normale. C'était le prix du spectacle. Plus de 100 000 €. Et le pire dans tout ça, ce qui me fait rire tellement c'est amer, c'est que le spectacle a pris fin de toute façon. Il s'est terminé aujourd'hui, au dîner de mon fils. Et ce n'est pas Quirino qui l'a détruit. C'est toi et moi, tous seuls. Et là, messieurs, elle s'est tue. Et j'ai regardé cette femme, que je connaissais par cœur et que je ne connaissais pas du tout. J'ai senti que les deux choses étaient vraies en même temps, mais ne croyez pas que je me sois complètement adouci. Car il me restait encore un caillou dans la chaussure, le plus pointu de tous, et je l'ai posé devant elle. Je comprends tout ça, lui ai-je dit. Je te jure que je le comprends bien plus que tu ne le penses. Mais explique-moi une chose. Ce soir,
quand j'ai posé la question sur l'argent, tu avais 20 portes de sortie. Clarabelle. Tu aurais pu pleurer. Tu aurais pu inventer quelque chose. Tu aurais pu me demander qu'on parle seul. Et tu as choisi de me brûler vif. Tu as choisi de parler de la prison à mes enfants en détail, avec le mot voleur, en souriant. Moi, qui t'avais tout donné? C'était par peur. Ça aussi? C'était pour protéger les enfants, ça aussi? Ou bien, c'était autre chose? Clarabelle a soutenu mon regard pendant un long moment, et il est sorti d'elle une réponse que je ne reconnaissais pas, provenant d'un endroit en elle que je n'avais jamais vu. C'était la guerre, Bellerin. Dans cette seconde-là, avec le relevé bancaire sur la table, et mon père qui me regardait, j'ai vu le précipice, et je t'ai poussé en premier pour me rattraper à quelque chose. C'est l'instinct le plus sale que j'ai en moi. Et je l'ai utilisé contre la personne qui le méritait le moins. Je ne vais pas te donner une belle excuse, car il n'y en a pas. Je t'ai brûlé pour ne pas être brûlé. Et tu vas me détester pour ça. Mais je vais te dire la dernière vérité qu'il me reste. La dernière de cette nuit. Tu as fait exactement la même chose. Tu as posé la question sur l'argent devant tout le monde, avec des témoins, avec mon père présent, alors que tu aurais pu me le demander, seul. Il y a 3 ans. Nous sommes tous les deux venus armés au dîner de notre fils, Bellerin. La seule différence, c'est que tu avais de meilleures armes. Et cette phrase, messieurs, cette phrase m'a transpercé comme aucune autre phrase de toute la soirée. J'ai cherché dans ma poitrine la réponse indignée, ne t'avise pas de nous comparer, je ne suis pas comme toi, et je ne l'ai pas trouvé. Nous sommes tous les deux venus armés au dîner de notre fils. La seule différence, c'est que tu avais de meilleures armes. J'ai cherché la réponse indignée, et je ne l'ai pas trouvée. Et je veux que vous compreniez pourquoi cette phrase m'a terrassé. Parce que là, réside le cœur de cette histoire. La partie qu'il a été plus difficile pour moi d'admettre, que tous les reçus et toutes les lettres réunies. Pendant 3 ans, je me suis raconté une histoire. L'histoire de l'homme bon, qui garde le silence pour protéger son fils. Et une partie de cette histoire était vraie, je vous l'ai déjà dit. Mais cette nuit-là, assis au milieu des assiettes froides, j'ai fait le bilan complet de moi-même pour la première fois, avec la même froideur avec laquelle je notais les retraits dans mon carnet. Je n'avais pas gardé un secret. J'avais gardé une arme. Je l'avais aiguisée chaque mois. J'ai choisi le champ de bataille, une table pleine, avec ses parents comme témoins, lors de la soirée la plus importante de la vie d'Aaron. Et quand elle a tiré la première, parce que je l'avais acculée pour qu'elle tire la première, j'ai exécuté ma scène répétée, la serviette, le calme, la voix posée. J'avais même la réplique prête. Tu te souviens? Tu regretteras le temps où le pire secret de cette table était le mien. Cette réplique n'est pas improvisée, messieurs. Cette réplique a mijoté pendant 3 ans. Clarabelle a menti pendant 24 ans en souriant. J'ai menti pendant 3 ans, en souriant tout autant. Elle a acheté le silence avec de l'argent. J'ai acheté un avantage avec le silence. Elle se disait, je le fais pour mes enfants. Je me disais, je le fais pour mon fils. Et ce soir-là, nous avons tous les deux utilisé la famille entière comme stand de tir. Le sien était-il pire? Peut-être. Encore aujourd'hui, il y a des jours où je me réveille convaincu que oui, qu'il n'y a pas de comparaison possible, qu'on ne cache pas l'identité d'un fils. Et il y a d'autres jours, et ce sont les plus difficiles, où je me rappelle qu'Aaron n'a pas découvert ses origines à cause de Quirino, ou d'un test sanguin, ou d'une lettre anonyme. Il l'a découvert parce que son père et sa mère ont transformé son dîner de célébration en une fusillade. Les enfants grandissent, disait la lettre de Quirino. Et plus ils grandissent, plus ils ressemblent à quelqu'un. Et moi, qui haïssais cette lettre de toute mon âme, j'ai fini par prouver qu'elle disait vrai, mais pas comme il le pensait. Aaron ne ressemble pas du tout à Quirino. Ceux qui ont fini par se ressembler, c'est Clarabelle et moi. Voilà ce qu'était notre vrai mariage, 24 ans à apprendre, sans nous en rendre compte, comment nous faire du mal l'un à l'autre. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi ensemble. Elle est restée dans la chambre, et moi sur le canapé du salon, tout habillé, à fixer le plafond. Et vers 3 heures du matin, j'ai entendu les pas d'Elena dans l'escalier. Elle est descendue en pyjama, les yeux gonflés, et s'est tenue devant moi. J'ai cru qu'elle venait me confronter. Au lieu de cela, elle s'est assise à côté de moi,
a posé sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle avait 8 ans, et a dit, « Je ne sais pas ce qu'il va advenir de cette famille, papa. Mais je veux que tu saches une chose. Ce que tu as fait à 19 ans pour ma grand-mère. J'aurais fait la même chose. » Elle s'est endormie là, et je suis resté immobile toute la nuit, pour ne pas la réveiller, le bras engourdi et le cœur en miettes, en pensant que, parfois, la vie vous accorde le pardon par la porte que vous attendez le moins. Aaron n'a pas appelé le lendemain. Ni le surlendemain. Cela a duré 11 jours, messieurs. 11 jours pendant lesquels je l'appelais, ça sonnait, et j'écoutais la tonalité comme un mendiant debout devant une porte. Clarabelle et moi nous déplacions dans la maison comme deux fantômes polis. Bonjour. Pardon. Je t'ai laissé du café. Nous ne nous sommes parlé qu'une seule fois pendant ces jours-là, pour décider de deux choses. La première, que les paiements à Quirino cesseraient cette semaine-là. Je suis allé moi-même à la banque et j'ai annulé le virement. Et je vous avoue que signer ce papier m'a donné plus de paix que tout ce que j'avais dit lors du dîner. Si cet homme voulait la guerre, qu'il vienne. Il n'y avait plus de secret à protéger. Et un maître chanteur sans secret n'est rien de plus qu'un petit homme avec un téléphone. Ce téléphone n'a d'ailleurs plus jamais sonné. Les lâches ont l'oreille fine pour savoir quand la mine est asséchée. La deuxième décision a été la séparation. Nous l'avons dit sans cri, sans avocat pour le moment, sans scène. C'est elle qui l'a dit la première, en regardant la table, nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas? Et j'ai répondu, pas comme ça. Et elle a hoché la tête. Et c'était tout. 24 ans se sont terminés en 4 mots et un hochement de tête. Personne ne vous dit que les longs mariages n'explosent pas. Ils se dégonflent lentement, avec un sifflement que seuls deux peuvent entendre. Le 12e jour, Aaron est apparu. Un dimanche matin, j'étais dans la cour en train de réparer des choses, juste pour m'occuper, car avoir les mains occupées maintient un homme debout. Et j'ai entendu le portail, et c'était lui. Maigre, avec des cernes sous les yeux, un dossier sous le bras. Il ne m'a pas pris dans ses bras. Il s'est assis sur une marche du patio, là où il s'asseyait quand il était enfant pour me regarder travailler, et a dit, « Je viens de rentrer de la côte, papa. » J'ai ravalé ma salive. Mon estomac s'est serré. « Quirino ?» ai-je demandé. « Quirino » a-t-il dit. J'avais besoin de voir son visage. Ça fait 11 jours que je me regarde dans le miroir, en cherchant un étranger, et j'ai décidé d'aller le trouver face à face. Je me suis tenu dans son atelier, et je lui ai dit qui j'étais. Et tu sais ce qu'a fait l'homme dont je descends? Papa? Il m'a dévisagé de haut en bas, et la première chose qu'il m'a demandé, c'est si j'étais venu lui réclamer de l'argent. Ce fut sa toute première phrase pour moi dans ma vie. 24 ans à m'attendre, et c'était ça la phrase. Aaron a regardé ses mains, et a continué. Je suis resté là-bas pendant 15 minutes. Il m'a parlé de ses bateaux. Il s'est plaint du gouvernement. Il m'a dit que j'étais grand, comme ceux de sa famille. Et moi, j'écoutais, et j'attendais de ressentir quelque chose, un frisson, une racine. Quelque chose qui m'attirerait vers lui. Et je n'ai rien ressenti, papa. Rien du tout. Le sang n'est pas un langage. Et quand je me suis levé pour partir, il m'a demandé, là, sur place, si je pouvais l'aider avec un peu d'argent, maintenant que j'étais cadre. Mon fils a levé les yeux, il m'a regardé, et ses yeux brillaient, mais sa voix était ferme. Sur le chemin du retour, j'ai passé 4 heures à ne penser qu'à une seule chose, qu'un père, ce n'est pas celui qui te fabrique. Un père, c'est celui qui court derrière le vélo. C'est celui qui reste éveillé quand on a de la fièvre. C'est celui qui vole une fois dans sa vie, à 19 ans. Pour que sa mère ne meure pas, et qui emporte la honte pendant 30 ans, pour que ses enfants puissent manger la tête haute. C'est toi mon père, Bellerin. Avec un casier judiciaire, et tout le reste. Et rien ne pourra m'enlever ça. Ni le sang, ni ma mère. Ni cet homme avec ses bateaux. Et il a ouvert son dossier. À l'intérieur, il y avait un papier de l'état civil. Des formulaires de demande. Je veux mettre ton nom de famille en premier, m'a-t-il dit. Comme tu l'avais, avant de le cacher. Si on peut cacher un nom de famille par honte, on peut aussi l'afficher avec fierté. Aide-moi avec les papiers. Messieurs, j'ai pleuré 3 fois dans ma vie comme il se doit, dans une cellule en mordant une couverture, en tenant ce nouveau-né dans mes bras. Et ce dimanche matin, dans la cour, en serrant mon fils dans mes bras.
tous les deux tremblants, comme s'il faisait froid sous un soleil radieux. J'aimerais pouvoir vous dire que tout se termine là, avec une belle musique de fond. Mais j'ai promis de vous dire la vérité, et la vérité ne se termine pas comme ça. Clarabelle et moi avons signé les papiers de séparation des mois plus tard. C'était les civilisés, ce qui est un mot élégant pour dire très triste. Elle vit maintenant dans un appartement près de chez sa mère. Romulo ne me parle plus, bien qu'on dise qu'il ne parle plus beaucoup à personne de toute façon. La nuit du dîner, son monde a lui aussi été ébranlé. Car un homme qui se targue de pouvoir cerner les gens, ne se pardonne pas de n'avoir rien cerné sous son propre toit pendant 24 ans. Elena fait des allers-retours entre les deux maisons, transportant la paix comme un vase fragile dans un couloir étroit. Et Aaron. Aaron parle à sa mère toutes les semaines. Ça a pris des mois. Aujourd'hui, ils se parlent peu, prudemment, comme on marche sur une cheville qu'on s'est déjà foulée une fois. Et moi, je suis là, à vous raconter cela, depuis cette maison devenue trop grande. La table est toujours la même. Parfois, en dînant seul, je regarde les chaises vides, et je fais les comptes. Elle m'a humilié en premier. C'est vrai. J'ai répondu par quelque chose de pire. C'est également vrai. Elle a menti pendant plus d'années. J'ai menti avec plus de froideur. Elle a payé par peur. J'ai encaissé par fierté. Et les deux vérités tiennent à la même table. Même si nous n'y sommes plus. Il y a des nuits où je me sens comme un homme qui a rendu justice. Il y a des nuits où je me sens comme un homme qui a appuyé sur une détente, qui était armé depuis 3 ans. Et je n'ai toujours pas trouvé de juge capable de me dire lequel des deux je suis. Peut-être les deux. Peut-être que c'est ce que nous sommes tous, quand on nous blesse là où ça fait le plus mal, juge et bourreau dans le même corps, en train de s'essuyer la bouche avec une serviette. La seule chose dont je suis sûr, mon fils me l'a apprise, assis sur une marche, que le sang n'est pas un langage. Que la vérité trouve toujours la porte. Et qu'il vaut mieux l'ouvrir soi-même, à temps et seul, avant qu'elle ne la défonce à coups de pied au milieu du dîner. Et je vous laisse avec la question qui m'empêche de dormir la nuit, pour que vous y répondiez avec la main sur le cœur, si vous découvriez un secret capable de détruire votre famille, le diriez-vous immédiatement, même si tout s'écroulait? Ou le garderiez-vous pour vous, comme je l'ai fait, en attendant en silence? Et êtes-vous sûr de savoir pourquoi vous le garderiez? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette histoire vous a touché, vous savez quoi faire, abonnez-vous. Car ici, les dîners de famille ne sont jamais ce qu'ils semblent être.